France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer, votre émission consacrée à l'actualité de ces territoires français dans le monde. À la une cette semaine, le 174e anniversaire de l'abolition de l'esclavage à La Réunion. L'île de l'océan Indien a vécu sa fête CAF avec de nombreux événements autour de ce 20 décembre. On en parle dans quelques instants. Mais d'abord, on ignore encore les causes de l'échec de la mission de Vega C. Le lanceur italien a décollé du centre spatial guyanais mardi, avec 2 satellites à placer sur orbite. Mais à peine 2 minutes après son départ, l'engin a quitté son itinéraire. Les précisions, Jean-Gilles Assard. Allumage P120, décollage. Un décollage éblouissant et un vol nominal pendant toute la durée de la poussée du premier étage du 2e exemplaire de Vega C. Les spectateurs sont ravis. Séparation du P120 et allumage du Zefiro 40. Juste après la séparation du tout nouveau P120 qui sera le booster d'Ariane 6, le Zefiro 40, le 2e étage de la fusée, prend la suite de la propulsion. 2 minutes 27 secondes après le décollage, très précisément, les paramètres inquiètent les techniciens avant l'apparition de scintillements à l'horizon. Quelques secondes plus tard, il n'y a plus de doute. Le lanceur a explosé, la sauvegarde l'a détruit. Nous pouvons dire que la mission est perdue et je souhaiterais m'excuser sincèrement envers nos clients Pléiades Neo et Airbus Defence and Space pour cet échec. Dans la salle de contrôle du bâtiment Jupiter, les visages sont fermés. 1 an après le succès de la mission James Webb, les techniciens de la base partent en vacances avec le goût amer de l'échec et sans doute des perspectives préoccupantes quant à l'avenir de l'activité du centre spatial guyanais. La Réunion commémorait son abolition de l'esclavage ce 20 décembre, la fête CAF. De nombreux programmes pour saluer la mémoire des esclaves, notamment des kabars, ces fêtes traditionnelles qui leur rendent hommage. Et un défilé à Saint-Denis a réuni près de 1200 personnes. Autre temps fort, une cérémonie au cimetière des esclaves de Saint-Paul. Des ossements d'esclaves y avaient été découverts en 2007. Harry Amourani et Daniel Fontaine. Instant de recueillement sur la tombe de Delphine Elode. C'est l'une des rares sépultures d'esclaves affranchis ayant résisté au temps et aux tentatives de profanation. Le placement de cette dalle funèbre en plein cœur du cimetière marin est une œuvre mémorielle, mais aussi de réparation. La commémoration se poursuit à quelques mètres de là, avec Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Là où l'histoire d'un autre cimetière, celui d'esclaves, s'est révélée à nous par la force des éléments avec le cyclone Gamed en 2007. Nous avons découvert en effet une véritable zone de sépulture d'esclaves, puisque ce sont des hommes et femmes qui ont été enterrés, inhumés ici, puisqu'ils n'étaient pas catholiques et ils n'avaient pas le droit, bien entendu, d'être inhumés dans le cimetière marin qui était réservé aux gens donc, qui étaient catholiques. Les ossements de plus de 2000 esclaves reposent sur ce site, le plus grand cimetière d'esclaves connu de toute l'histoire coloniale française, un passé oublié, puis finalement réhabilité, qui ne laisse pas indifférent. Je pense qu'il est quand même très important parce que là on en a le cimetière officiel des croyants et puis entre guillemets le cimetière non officiel des non-croyants. Ce devoir de mémoire nous oblige parce que si on fait un trait sur notre passé, comment se projeter dans notre avenir? C'est ça qui est important. Commémorer et non pas seulement célébrer cet anniversaire de l'abolition de l'esclavage à La Réunion. Et ce sacre vécu comme une victoire par les ultramarins et surtout les Guadeloupéens. Leur Miss, Indira Ampio, a été élue Miss France 2023 à tout juste 18 ans. La jeune fille réalise un rêve d'enfant. Étudiante en communication, elle est la 4e Guadeloupéenne à porter cette écharpe nationale. Quelques jours après la COP15, l'inquiétude grandit en Guyane. La biodiversité du fleuve Maroni, à la frontière avec le Suriname, pourrait disparaître. La faute à l'orpaillage et ses usages dévastateurs. Fin novembre, le conseil scientifique du parc amazonien a demandé des réponses urgentes. C'est le dossier de cet hebdo. Il est signé Jocelyne Elgouache et Karl Constable. Là, on est aux abords de Maripasoula. Donc, vous voyez, en face de Maripasoula, en fait, toutes les activités minières qui se trouvent ici.
qui ont déforesté justement toute cette zone-là avec tous les rejets directement dans le Maroni. Cartographie d'un désastre qui jour après jour détruit la vallée du Maroni. Sur ces cartes réalisées par le parc amazonien de Guyane, sur la rive surinamaise de ce fleuve frontière, le vert de la forêt a cédé la place aux couleurs des chantiers d'orpaillage et des boues qu'il déverse dans le Maroni. Des mines d'or par centaines, des pelles mécaniques déchirant les bords du fleuve, des tonnes d'eau boueuse et remplies de mercure rejetées directement dans la rivière. On voit qu'il y a beaucoup d'activités sur le territoire surinamais, qui sont des activités légales, je le rappelle, et qui occupent vraiment une partie très importante en bordure du fleuve. Donc il y a en effet de très grandes surfaces qui sont déforestées pour les activités minières côté Suriname, et donc des effets justement sur le fleuve et sur les affluents qui débouchent dans le fleuve Maroni. Ça représente en effet 70% de la totalité du bassin du Maroni qui se trouve sur la partie surinamaise. Le conseil scientifique du parc amazonien a lancé une motion pour alerter les autorités sur ce Maroni qui se meurt. Nous, côté surinamais, on n'a pas de poids puisque c'est quelque chose de transfrontalier et le seul point sur lequel on peut appuyer, ce sont les autorités françaises. Ce sont à elles, en plus de leur propre lutte contre l'orpaillage, mais ce qui est important, c'est qu'ils puissent, en négociation avec le Suriname, arriver à modifier, par exemple, le niveau d'exploitation qui est extrêmement élevé et surtout les rejets des sédiments. Tout le Maroni, sur quasiment toute sa longueur, est complètement pollué, complètement boueux. Les travaux des scientifiques ont aussi révélé la disparition de nombreuses espèces de poissons dans de nombreux secteurs. Le Maroni porte les stigmates de cet orpaillage effréné. Son passage a réjoui les cœurs des enfants. À Wallis, une distribution de bonbons a été orchestrée par le Père Noël lui-même avant le réveillon. En l'absence de neige, il a troqué son traîneau pour un pick-up. C'était sa première maraude depuis 15 ans. Lanima Inaho Atao et Stéphanie Villy. Une arrivée remarquée au son des klaxons et de la sono. Le Père Noël entame sa distribution en plein nord à Toufroné. Des bonbons à volonté. Rosalis et sa bande de cousins avaient chacun leur petit sac. Des bonbons. Comment t'as su qu'il y avait une distribution de bonbons aujourd'hui? Parce que mes parents ont dit. Ah ok, et tu en penses quoi toi? C'est bien, c'est pas bien? C'est bien. Cela devrait rappeler des souvenirs aux nostalgiques. La dernière distribution de bonbons remonte à une quinzaine d'années au moins. Aujourd'hui, l'idée est reprise par la société NJ pour les fêtes. Du bonheur à partager, Céla et ses cousins ont choisi de rassembler leur butin. On va manger ces bonbons ensemble, avec les autres enfants. J'ai décidé que chacun aura au moins 5 bonbons, car il n'y en a pas beaucoup. À l'époque, j'ai connu les arbres de Noël organisés à Sangato Soane. Les familles s'y rassemblaient pour voir le Père Noël et recevoir des bonbons. Quand certains enfants attendaient le Père Noël au bord de la route, d'autres se sont rassemblés dans leur faléfono, comme ici à Falaleu. Des bonbons et un petit moment avec le Père Noël, il en faut peu pour être heureux. Et après les bonbons, pour finir, parlons cacao en ce week-end de Noël. Et on vous propose de rencontrer un passionné de la précieuse fève sur les hauteurs des Anses d'Arlay en Martinique. Thomas Lemonnier, un Normand, tombé amoureux de l'île aux fleurs, y a créé sa propre marque. Maurice Violton et Jean-Marc Kenenga se sont rendus dans son jardin secret. Le quartier Malo aux Anses d'Arlay, petit havre de paix de Thomas, 44 ans, dont 24 passés en Martinique. Agent de collectivité, cela fait 6 ans qu'il a laissé tomber sa branche de technicien dans le bâtiment pour répondre à ce qu'il qualifie d'appel de la nature. Un jour, il y a un cacaoyer vraiment qui m'a appelé. Alors avec l'associé de l'époque, on a commencé à faire du chocolat et le cacaoyer nous a donné une chance, c'est que le premier chocolat était le meilleur de tous. Donc la chance du débutant et après, voilà, l'histoire a commencé et dès qu'on a mis le doigt dans le chocolat, c'est parti. Appel de la nature, appel du monde végétal, appel du cacaoyer et de la fève de chocolat. Thomas n'est pas producteur. Une partie de son job, de sa passion qu'il vit depuis 5 ans, c'est de sillonner la Martinique à la quête de nouvelles cabosses. Là, je regarde la couleur de la fève qui est magnifique.
Et ça va me donner vraiment un indice sur ce que ça donnera comme saveur dans le produit final. Je sais que ces cabosses-là qui sortent du diamant, là, ça sera quelque chose d'assez tannique, assez corsé. Celui qui sort du diamant, là, va être très corsé comme cacao. Ce qui va sortir de Saint-Joseph sera beaucoup plus doux, puisque ces conditions de vie du cacaoyer sont plus favorables. On a plus d'humidité, plus de fraîcheur. En fait, chaque chocolat est le reflet un peu du territoire de récolte et de ce que les gens apportent à leurs arbres aussi. Ouais. Dans son laboratoire, un seul objectif, la saveur 100% chocolat et le plaisir du sucre, rien d'autre, pour une authenticité du goût. Cela fait 2 ans que la marque Authentique Chocolat a été lancée, avec une production qui a doublé en 2 ans. Au-delà de cela, ce que Thomas veut mettre en avant, c'est qu'il a trouvé sa voie à travers un produit et les personnes qu'il rencontre sur son parcours. Eh bien, ouais, le plus grand plaisir du métier, de ce que je fais, c'est que j'accède quasiment à une 50aine de jardins créoles, donc on va vraiment dans l'intimité. Et c'est pas rare de voir des gens de 90, 95 ans qui retombent en enfance et qui nous racontent toute leur enfance. Et quand ils goûtent le chocolat issu de leur jardin, il se passe vraiment quelque chose de super. Vinaigre de jus de cacao, pâte à tartiner ou encore tablette de chocolat estampillée micro-origine avec 15 communes pour l'instant. Thomas Lemonnier est un homme heureux. Son activité, en attendant de grandir, lui permet pour l'heure de payer ses factures et ses collaborateurs. Une certaine définition du bonheur. Ça, c'est une infusion d'écorce de fèves de cacao cru. Goûtez ça, Titac. Merci de votre attention. C'est la fin de cet hebdo. Pour le revoir et suivre toute l'actualité des Outre-mer, direction france24.com et lapremière.fr. Permettez-moi de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et surtout retrouvons-nous en 2023. À très vite.